Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel octogone. L'actualité devenant de plus en plus dense, Amélie Ismaili, journaliste d'investigation, que vous avez déjà découverte sur notre chaîne sur le scandale du fonds Marianne. Elle a aussi été reçue dans tout un tas d'émissions dans le Bistrot Liberté, entre autres l'excellente émission d'Éric Morillo, qu'on vous recommande aussi. Et elle travaille en ce moment en tant que journaliste d'investigation avec beaucoup de grands noms du PIF, le paysage Internet français. Et donc, encore une fois, l'actualité devenant de plus en plus dense, je ne vais pas lire les dépêches. Elle nous fait l'honneur, la gentillesse et l'avantage de venir sélectionner l'actu dans cet octogone. Amélie Ismaili, merci beaucoup d'être là. Et je te prie de bien vouloir lancer l'actu importante de cet octogone. Bonsoir Idriss. Alors, on va commencer par parler un petit peu de la prolifération nucléaire. Vladimir Poutine vient officiellement de révoquer le traité d'interdiction des essais nucléaires, le fameux TISEN. On sait que durant l'été, la Russie avait commencé à déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, qui a servi de tête de pont à l'offensive russe en Ukraine. La Russie avait jusque-là suspendu sa participation au traité d'armement nucléaire New Start. Selon toi, qu'est-ce qui motive ce recul en matière de non-prolifération sur fond de conflit en Ukraine? Alors, on a déjà pu en parler avec Xavier Moreau, mais c'est vrai il fallait en parler dans cet octogone, parce que c'est une information importante. Je veux dire, si celle-là n'est pas importante, aucune ne l'est quasiment. C'est bien sûr dans le contexte actuel de la guerre Israël-Hamas et maintenant le conflit israélo-arabe au sens large, puisque des pays arabes et musulmans, dont l'Iran, qui n'est pas arabe, et le Pakistan, sont de plus en plus enragés par la situation, de façon logique et prévisible, même sans parler de l'aspect moral de la chose, et le risque d'escalade nucléaire est très grand. Dans ce contexte-là, Poutine s'est fait photographier, enfin s'est fait filmer avec la valise nucléaire. Ensuite, donc, il faut bien comprendre, et Xavier Moreau l'avait rappelé sur notre chaîne, Poutine ne filme rien au hasard, ne dit rien au hasard. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare publiquement engage le plus grand pays du monde, à savoir la Russie. Et donc, se retirer comme ça du traité sur les essais nucléaires, c'est pas du tout anodin, c'est clair. Ça devait arriver, ça allait arriver, très bien. Les États-Unis n'en font plus partie, si ma mémoire est bonne. Mais dans ce contexte-là, où il a prévenu qu'il avait des Kinjal avec des MiG-31, donc qui pouvaient toucher le groupe aéronaval américain, les deux groupes aéronavals américains, puisqu'il y a le Gerald Ford et un autre, qui ont fait la jonction, qui sont dans l'Adriatique en ce moment. À l'heure où on enregistre cet octogone, c'est dans l'Adriatique que se trouve le Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, le plus grand bateau du monde, le plus grand navire jamais construit par l'homme. Et donc voilà, on est dans un contexte de posture nucléaire. Et ce retrait tonitruant, parce que c'est pas tant le retrait qui est important, c'est la couverture médiatique et les déclarations autour de ce retrait. Et ça procède d'une posture nucléaire qui est très claire. Alors, tant mieux, hein, l'intimidation, c'est pour éviter de faire la guerre. Donc, tant mieux, hein, les armes nucléaires, il vaut mieux en parler, parce que c'est quand on n'en parle pas qu'on risque de les utiliser. Donc, en un sens, tant mieux, mais je déplore, bon, tant mieux aussi pour le média Octogone, puisqu'on est là pour faire le travail que les médias mainstream ne font pas. Et les médias mainstream, évidemment, ne vendraient pas beaucoup d'encarts de pub et ne pourraient pas, comme m'avait dit le lait, vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola si juste avant ils avaient déclaré qu'on risquait une guerre thermonucléaire totale et que la Russie s'était mise dans un état d'alerte thermonucléaire maximum, même si les Russes ne publient pas leur DEFCON, contrairement aux Américains qui peuvent. Les Américains se réservent le droit de le publier ou pas. Ça fait partie de leur posture. Ils disent on est DEFCON ceci, DEFCON cela. Mais les Russes, non. C'est plutôt motus. Cela dit, ils ont leur méthode un peu à l'ancienne, comme se faire photographier, se faire filmer avec la Cheguette. Donc oui, dans ce contexte-là, il faut prendre ça au sérieux. N'importe quel analyste qui dirait non, non, c'est juste un truc de routine, n'aurait pas compris comment les Russes communiquent sur leur posture nucléaire. Et ben justement, en parlant des Américains, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a justement déclaré par rapport à cette ratification qu'il s'agissait d'un grand pas dans la mauvaise direction. Et il fait suite à la déclaration de Biden qui disait d'ailleurs que c'était une grave erreur il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu penses que là-dessus, la position américaine va se retrouver en position de faiblesse? Bah, les Américains n'ont aucune leçon nucléaire à donner, hein. Ils ont un contrôle, enfin, leur vision du monde est dominante sur le plan culturel, c'est leur soft power. Ça reste aujourd'hui la puissance qui a le plus de soft power avec Hollywood et avec le contrôle des médias. Donc, en effet, ils peuvent toujours passer pour le camp du bien auprès d'une audience un peu naïve, qui se dirait qu'après tout,
L'Irak, c'était une bonne guerre, mais l'Ukraine, c'était une mauvaise guerre, parce que, comme chacun le sait, il y a les bonnes et les mauvaises guerres. Donc, faire 500 000 enfants tués par le blocus, l'embargo, suite à la première guerre du Golfe, ça, c'est le camp du bien. Et d'ailleurs, bien sûr, Madeleine Albright, à l'époque, avait dit que ça valait le coup. Mais bon, voilà, l'Ukraine, ça, c'est mal, hein, ça, il n'y a pas de problème. Bon, les Américains peuvent toujours faire ça, mais d'un point de vue purement historique, bah, c'est pas le pays qui a utilisé non pas une, mais deux fois l'arme nucléaire sur des civils qui peut donner la moindre leçon. Ça me rappelle cette époque, il y avait eu le film Godzilla qui était sorti avec Jean Reno et tout, et les Américains avaient poussé le vice jusqu'à faire que Godzilla naisse des essais nucléaires français, parce que ça avait fait beaucoup de bruit, les essais nucléaires français, Moruroa, tout ça. Et évidemment, les Australiens avaient moyennement apprécié. Et c'est vrai que Chirac avait repris les essais nucléaires au cinquantenaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, c'était en effet pas très classe. Le French Flair avait été un peu pris en défaut sur ce coup-là. Mais bon, quand les Américains dans Godzilla disent, et on a Jean Reno qui sort cette phrase dans Godzilla, les essais nucléaires de mon pays ont eu des retombées catastrophiques. Les Américains sur l'atoll de Bikini. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le nom de Bikini existe, puisque c'était un publicitaire qui avait appelé ça la bombe anatomique. Il avait dit voilà, moi, il y a eu la bombe atomique, moi, je fais la bombe anatomique. Bon, mais c'est rhétorique, quoi. Les Russes font un peu ce qu'ils veulent. De toute façon, les Américains ratifient les traités qu'à leur propre discrétion. On le sait par exemple pour Montego Bay, l'UNCLOS, la Convention sur le droit de la mer. Et d'ailleurs, déjà, les Américains avaient taclé. Donc ça me rappelle vraiment ça parce que les Américains avaient taclé les Russes quand ils avaient posé un drapeau en titane à la verticale du pôle Nord en 2006 avec un petit sous-marin et tout, où ils avaient revendiqué le pôle Nord, ils le revendiquent toujours, parce que d'après l'UNCLOS, la convention de Montego Bay, l'extension du plateau continental permet de revendiquer une extension de sa zone économique exclusive. Et les Russes ont une zone économique exclusive majeure. C'est juste qu'elle est proche de leur continent, contrairement à la française qui est projetée. Mais déjà, les Américains avaient gueulé, avaient dit on peut pas comme ça revendiquer. Mais quelques observateurs leur avaient dit mais attendez, vous n'avez même pas signé, vous l'avez pas ratifié, Montego Bay, de quoi vous parlez? Donc bah là, c'est la même chose. Hein, c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire les Américains se réservent le droit d'annoncer ou de dénoncer, de ratifier ou de ne pas ratifier un traité comme ils le souhaitent, mais de toujours être dans le camp du bien. Donc les Russes ont une posture nucléaire à l'heure actuelle qui est malheureusement explicable parce qu'on n'a jamais été aussi proche d'un risque nucléaire majeur depuis précisément Able Archer. Donc les gens connaissent la crise des missiles de Cuba parce que de façon positive, les médias en avaient parlé. Évidemment, tout le monde flippait. J'ai même vu des témoignages sous notre dernière vidéo avec Xavier Moreau qui disait ah oui, nous, je me rappelle, mes parents regardaient l'information heure par heure pour savoir ce qui allait se passer. Mais au moins, ça avait concentré l'attention civile pour que la raison domine. L'exercice Able Archer en 83, c'était pas le même délire. Quasiment personne n'en a entendu parler, même aujourd'hui. On l'enseigne pas dans les livres d'histoire, et pourtant, on était plus proche d'une guerre nucléaire totale en 83 avec Able Archer que dans la crise des missiles de Cuba, justement parce qu'on n'en parlait pas. Donc parlons-en. Les Russes se mettent en boule, comme un hérisson, là. Ils se mettent en boule. Et la dernière étape, ça serait que, bah, éventuellement, qu'ils fassent un essai nucléaire. Parce que c'est sûr qu'un essai nucléaire, ça calmerait bien tout le monde. Un essai nucléaire à l'ère TikTok, parce que autant un essai nucléaire à l'époque de la Tsar Bomba dans les années 60, bon, bah, ils ont filmé, voilà, c'était impressionnant, mais ça n'avait pas la même répercussion. Aujourd'hui, le moindre TikTok, la moindre déclaration, et tout le monde commente, bah, c'est sûr que si les Russes filment un tir, d'ailleurs, ils ont commencé à laisser filmer juste un vecteur pour montrer, donc un vecteur Sarmat, si ma mémoire est bonne. Donc ce que l'OTAN appelle Satan 2, hein, ça rigole pas. Mais voilà, si les Russes testaient vraiment une détonation thermonucléaire, là, ça serait le dernier arrêt avant l'apocalypse, quoi. Et tu penses que ça peut arriver dans l'avenir? Tu penses qu'ils vont Ah, je, essayer? je pense que c'est tout à fait possible. Alors maintenant, Mm. la probabilité que ça arrive, je pense qu'elle est très faible. Mm. Parce que c'est vraiment le dernier arrêt, quoi. Donc j'espère, il y a un côté vœu pieux, j'espère que on n'en arrivera pas jusque-là. Mais parmi le niveau d'escalade de dissuasion nucléaire que les Russes peuvent déployer, il y a le fait de faire un essai. Parce qu'ils ont un territoire tellement grand. La dernière fois, ils l'avaient fait en Nouvelle-Zambie. Bon, bah, ils peuvent toujours refaire ça. Et rien, évidemment, rien ne les en empêcherait. Ça créerait un outrage dans la fameuse communauté internationale dont se fout régulièrement l'ambassade de Chine, à savoir l'anglosphère et l'Europe. Mais ça calmerait bien tout le monde, en effet. Et il y en a certains
à qui ça pourrait faire réfléchir vis-à-vis de certains projets, quoi. Donc, je sais que les Russes se réservent le droit de faire ce genre de truc. Voilà. Est-ce qu'ils vont le faire? Mais justement, tu as parlé de la Chine, encore une fois, ça tombe bien parce qu'il y a eu un rapport du Pentagone qui est sorti là, il y a 2 jours, qui présentait que la Chine développerait, je cite, un arsenal nucléaire à un rythme accéléré. Mhm. Elle disposerait plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023 et elle en aurait probablement plus de 1000 d'ici la 2030. Que penses-tu de ce rapport qui, je précise, a été mandaté par le Congrès américain? Ben, c'est même sous-estimé, hein, selon moi. Après, bon, le Congrès américain a toujours différentes raisons de parler de l'armement de l'ennemi, et l'une d'entre elles, c'est de gaver le complexe militaro-industriel. Parce que bon, c'est toujours ça de prix. On sait le fameux slogan de Lockheed Martin, We never forget who we're working for, hein, sous-entendu le peuple américain. Mais je me rappelle à Centrale, quand j'enseignais le cas Lockheed Martin, on faisait des wargames avec mes élèves. Et je leur montrais la carte des installations de Lockheed Martin aux États-Unis et je leur demandais dans quelle mesure ça faisait sens, quelle était la logique sous-jacente d'une installation avec une telle répartition. Alors, il y en a qui cherchaient une raison logistique, il y en a qui cherchaient une raison. Et très peu trouvaient chaque année. Parfois, une année, personne ne trouvait la répartition qu'elle était politique. On va ouvrir une usine là pour contrôler tel sénateur, on va ouvrir une usine là pour contrôler tel sénateur, dans le caucus républicain, dans le caucus démocrate. Et Lockheed Martin, du coup, bah, la plupart des sénateurs et des représentants travaillent plus ou moins pour Lockheed à un moment ou à un autre dans leur carrière. Ils sont obligés de prendre une position pro-Lockheed. Donc, l'avantage de raconter ça, bah, c'est de toujours justifier les budgets de l'armée, 700 milliards pour le Pentagone. C'est toujours ça de prix. Et bon, maintenant, la Chine, clairement, l'expansion de son budget militaire est exponentielle aussi bien sur le plan de la marine, donc où elle met, elle crée plus de bâtiments que n'importe qui d'autre. Toutes les marines confondues ne mettent pas à l'eau plus de bâtiments militaires que la Chine. Vraiment, elle a une montée en puissance remarquable, mais qui est proportionnée à sa puissance, hein, qui est proportionnée à ses ambitions, à ses objectifs. Et maintenant, la dissuasion nucléaire chinoise, bah, elle doit, son objectif morbide, c'est de dissuader l'Inde, les États-Unis au minimum et éventuellement des puissances européennes, plus éventuellement la Russie, et pourquoi pas, parce que la Russie est un partenaire de la Chine, mais bon, c'est vrai que la première posture de la Chine sur le plan nucléaire, c'est de dissuader l'Inde et les States. Or, ces deux très grands pays, avec de très grandes populations et une très grande quantité d'armes atomiques, donc l'idée que le nombre de têtes, alors en plus quand on parle de têtes, on ne parle pas forcément de têtes Mirvé, c'est-à-dire avec plusieurs véhicules de réentrée, donc disons un vecteur armé. L'idée qu'il y en ait 400, c'est peu pour la Chine. C'est horrible à dire, mais c'est peu pour la Chine. Israël en a 200 minimum, par exemple. Israël, c'est un tout petit pays avec 7 500 000 habitants. C'est minuscule, Israël, quoi. C'est 4 départements français, quoi. Toute la zone, en incluant la Cisjordanie, etc. C'est quatre départements français. Donc. Même 3, je pense, ça doit être 3 départements français. Alors que la Chine, c'est un autre délire. Donc, c'est, c'est, ça me semble normal, même si on doit ajuster ça des délires habituels des députés américains, enfin des représentants et des sénateurs pour justifier des budgets militaires pour Lockheed Martin. Ça me paraît pas déconnant de savoir que la Chine va passer sur au minimum un stock nucléaire de 800 à 1000 têtes. Mais justement, la Chine, elle a réaffirmé que cet arsenal, en fait, ne lui servait qu'à son autodéfense. Tu as parlé de dissuasion nucléaire. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une autodéfense? Ouais, il n'y a pas vraiment de scénario où la Chine. Enfin, après, il y a toujours les problèmes d'irrationalité. Certains disaient que du temps de Mao, ça avait été évoqué. On a certaines correspondances avec Fidel Castro, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est de la propagande ou pas. Donc, je ne peux pas me prononcer. Par exemple, Fidel Castro aurait lancé l'idée, pendant la crise des missiles de Cuba, d'une première frappe sur les States. Bon, moi, ça me paraît difficile à croire, parce que Cuba est assez petit, Cuba aurait été vitrifié. Maintenant, certains généraux de Mao auraient lancé l'idée. Il faut savoir que aux États-Unis, des généraux l'ont lancé. Par exemple, Douglas MacArthur avait dit on va vitrifier la Corée du Nord. Et c'est là que Truman avait dit je ne l'ai pas licencié. Je ne l'ai pas licencié parce que c'est un sale connard. C'est littéralement ce qu'il a dit. Mais je l'ai licencié. Donc, il parlait du général MacArthur, un des rares généraux 5 étoiles de l'histoire américaine. Le mec contrôlait le Japon. Enfin, c'était un mec inlicenciable, quoi. Et Truman a dit je ne l'ai pas licencié parce que c'est un sale connard. Je l'ai licencié parce que c'est un insubordonné. Et le mec était quand même chaud pour lancer la bombe atomique sur la Corée du Nord. Donc,
Ouais, la Chine n'a pas d'intérêt à faire ça. C'est pas quand on a 1 milliard 400 millions d'habitants, on tire pas en premier. C'est une règle assez générale. Quand on a 1 milliard 400 millions d'habitants, on tire pas en premier. Bon, il y en a qui diraient, bah, c'est justement si ton ennemi a 1 milliard 400 millions d'habitants qu'il faut pas lui tirer dessus en premier non plus, ça se défend. Mais la Chine a vraiment besoin d'une dissuasion, d'être capable de dire, je suis une puissance très très crédible en matière de dissuasion. Et ce message s'adresse en premier à l'Inde, en deuxième aux États-Unis. On va passer au conflit qui se passe actuellement en Israël et à Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a d'ailleurs dit que l'armée, en tout cas son armée, progressait méthodiquement, étape par étape. On sait que des chars israéliens ont mené une opération à la lisière de Gaza-Ville, coupant l'axe routier principal. On sait que l'armée israélienne répète souvent qu'elle touche des cibles terroristes qui, je cite, se barricadent dans des bâtiments et des tunnels. Elle dit d'ailleurs avoir frappé aujourd'hui plus de 600 cibles dans la bande de Gaza en 24 heures. Est-ce que tu considères que la formule de Netanyahou, c'est-à-dire de progression méthodique, correspond bien aux actions de l'armée israélienne? Les objectifs, là, la grande stratégie, c'est d'évacuer Gaza. Et maintenant, n'importe qui regarde l'échiquier peut le confirmer. On a même des expatriés israéliens qui l'ont tweeté, qui ont dit c'est ça qu'il faut faire parce que leur point de vue, évidemment, à eux, mais un point de vue qu'il est nécessaire de comprendre si on veut comprendre leurs décisions dans la région. La question n'est ni de les excuser, ni de les cautionner, mais il faut avant tout comprendre et anticiper. Leur point de vue, c'est que Israël est un tout petit pays et que les Palestiniens sont juste des Arabes, c'est juste une autre ethnie arabe parmi tant d'autres. Et les Arabes bah, vont du Maroc jusqu'au Liban, et même jusqu'au détroit d'Ormuz, avec les Émirats, Oman et Mascate. Donc, ça fait bien assez de territoire pour les Arabes. Et la bande de Gaza, ça fait longtemps que cette épine est dans le pied des Israéliens, d'autant que à une époque, elle a été administrée par l'Égypte. Ça, bien entendu, les politiciens israéliens de tous bords, aussi bien de gauche que de droite, sont prompts à le rappeler. Et ils disent donc, bah voilà, puisqu'elle a été administrée par l'Égypte, en réalité, les Palestiniens sont du peuple égyptien. Et donc, on va les évacuer. Et ça, il faut être clair, que les expatriés israéliens le sachent, qu'ils soient au courant de ça, parce que je sais qu'il y en a encore qui en doutent. Mais il y en a certains qui sont au clair avec le fait que l'objectif militaire, c'est pas du tout l'éradication du Hamas qui est dispersé partout dans le monde. Vous avez du Hamas en Argentine, vous avez du Hamas au Mexique, même parfois sous des faux noms, qui parlent un espagnol absolument impeccable et qui est inséré dans des cartels. Éradiquer le Hamas, bon courage. Ils sont au Mexique, en Argentine et bien entendu au Qatar, mais pas que. Et donc, bon, voilà, Gaza va juste, une évacuation de Gaza, l'intervention à Gaza va déjà juste justifier le Hamas, le rendre ultra populaire auprès du monde arabe. Et maintenant, sur le plan purement militaire, pour une évacuation de Gaza, ah bah oui, il va falloir être méthodique, c'est le rouleau compresseur. Maintenant, euh, le truc, c'est les ruines. N'importe quel militaire dira, c'est quand même, d'ailleurs Xavier Moreau l'a rappelé sur notre chaîne, n'importe quel militaire sait que quand on réduit en ruines, là, les batailles sont beaucoup plus complexes. Alors, ce qui est attendu par certains analystes, c'est que les tunnels soient. Alors, ça va être une guerre sale. Hein. Quiconque pense que ça va être une guerre propre se trompe. Hein. Des deux côtés, ça va être. Hein. Et il faut se rappeler que l'armée israélienne a fait sa plus grosse mobilisation de son histoire. De son histoire, comme s'il y avait une menace existentielle, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, c'est 2 500 000 Gazaouis, alors une immense majorité de civils, et malgré toutes les armes qui ont pu être introduites à Gaza, il y a pas du tout de quoi armer même un Gazaoui sur 100. Il n'y a pas de tank non plus. Donc ça va être une guerre sale. Et les guerres de souterrain, bah, ça peut impliquer des méthodes, soit des munitions thermobariques, par exemple, qui créent des ondes de choc qui tuent les gens dans les tunnels, ce que les Américains ont utilisé au Vietnam, par exemple. Soit des trucs encore plus dingues, des mousses de polyuréthane injectées à forte pression pour noyer les tunnels. Donc vous avez de la mousse qui est injectée dans le tunnel. Soit de l'azote. C'est pas de l'azote, ça a l'avantage, entre guillemets, de pas être considéré comme un gaz de guerre, mais ça a le même effet. Bon. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut se produire dans une guerre de ce type-là. Maintenant, évidemment, je suis pas dans la tête de Tsahal, donc je sais pas ce qui va se passer, mais c'est toute la bande de Gaza est un objectif militaire très difficile, même si c'est étroit. Enfin, c'est aussi grand que Grozny
Et à Grozny, les Russes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient dégagé les journalistes. Enfin, dans la deuxième guerre de Tchétchénie, la première a été beaucoup plus compliquée pour eux, mais dans la deuxième, qu'ils ont gagné, entre guillemets, ils avaient viré les journalistes, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ça a quand même été un carnage, quoi. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de protestations, même au sein de Tsahal. Donc, le grand objectif est de mettre une pression à, euh, à l'Égypte pour qu'elle absorbe. Et encore une fois, la logique, c'est de se dire bon, ils sont que 2 500 000. L'Égypte, c'est quoi? C'est 109, je crois, 109 millions, un truc comme ça. Donc, bon, c'est rien à l'échelle de l'Égypte. Donc, l'Égypte peut bien les absorber. Et on a bien vu d'ailleurs qu'un plan a été publié par Wikileaks qui en parlait, qui montrait que ce plan, voilà, on a un projet pour pouvoir évacuer Gaza. Mais dans ce cas-là, soit c'est un bluff, c'est-à-dire on met la pression avec l'armée et tous les jours on dit on va y aller, attention, mais en fait on veut pas y aller. Et puis soit le Hamas décide, ok, je veux voir ta main, donc je te relance et je veux voir. Et là, il va falloir y rentrer à l'arme blanche. Parce que les ruines, donc le principe des ruines en combat urbain, c'est que les menaces viennent de partout. Et ruine plus tunnel, ça fait, il y a dans les lois de la guerre, il y a ce qu'on appelle les lois de Murphy militaires. Par exemple, le tir ami n'est pas ton ami. Enfin, truc de base, hein. Un tir ami, ça tue quand même. Donc, friendly fire isn't. Le tir ami n'est pas un ami. Et puis, il y a une des lois, c'est une fois que vous avez sécurisé le périmètre, faites-le savoir à l'adversaire. Et ça, c'est typique dans les combats urbains, ou les combats d'embuscade, comme dans la jungle, là, où il y avait beaucoup de tunnels donc, pendant le Vietnam. Une fois que vous avez sécurisé le périmètre, ça serait bien que l'ennemi soit au courant. En fait, le périmètre, il est en 3 dimensions. C'est 60 mètres sous-sol. Et, euh, et donc, vous pouvez avoir sécurisé le périmètre. Et puis, il y a un type qui surgit derrière vous, qui en plus est plus ou moins un kamikaze. Et son objectif, c'est même s'il faut 10 soldats gazaouis pour un soldat israélien, ils auront quand même atteint leur objectif, d'autant que certains analystes confirment que l'armée israélienne est devenue perte averte. Elle a une aversion aux pertes. Ce qui est logique, normalement, n'importe quelle armée est censée avoir une aversion aux pertes. Mais là, beaucoup ont commenté les TikTok, etc. Une armée qui TikTok, c'est pas pour critiquer, mais elle envoie le message qu'elle a une aversion aux pertes. Elle envoie ce message-là, quel qu'en soit l'aspect, parce que le TikTok, c'est intéressant aussi en communication, en ce qu'on appelle la diplomatie publique, c'est-à-dire voilà, montrer qu'on est humain, qu'on est dans le camp du bien, etc. Donc ça peut avoir un intérêt, hein. C'est pas forcément idiot de la part de Tsahal de TikToker, mais le message que ça envoie aux Gazaouis, si jamais en plus on leur dit d'autre part, tous les Gazaouis sont tenus pour responsables, enfin, c'est une des phrases qu'a prononcé Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, qui était pourtant dans une coalition avec des Arabes, hein, mais qui était plutôt un faucon. Si on leur envoie ce message et que on fait des TikTok d'autre part, ça veut dire on craint les pertes et le Hamas risque de l'exploiter. Ouais. Pourtant, on voit que là maintenant le conflit s'envenime en Cisjordanie. On a appris notamment le lundi 30 octobre qu'il y avait eu 5 Palestiniens encore tués. Le bilan fait état de 120 Palestiniens tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons entre guillemets israéliens. On voit clairement que cette guerre maintenant, elle est sur deux fronts. Est-ce que, pour me faire l'avocat du diable, est-ce que tu ne crois pas que, voilà, avec l'implication du Hezbollah, avec un conflit qui s'envenime sur deux fronts, Israël n'est pas quelque part en position. On rajoute aussi le fait qu'il y a encore des tirs de roquettes sur Tel Aviv. Est-ce que tu ne crois pas que dans cette position-là, Israël n'a quand même pas la nécessité de se défendre, au fond? En fait, non, mais c'est très important de poser la question des deux points de vue, parce que si on veut comprendre le billard, ou le jeu de foot, si on veut essayer de s'abstraire de toute l'horreur de la guerre, il faut comprendre les intentions des uns et des autres et les mouvements de l'échiquier, quoi. Alors, dans les grandes nouvelles, tu faisais bien de le rappeler, il y a eu le discours de Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui a rappelé qu'il n'était pas au courant. Alors évidemment, les gens disent oui, mais vous êtes des menteurs, vous êtes le Hezbollah. Bon, il faut se rappeler que le Hezbollah a combattu le Hamas en Syrie, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les frères musulmans ne sont pas les amis de l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas les amis de la Syrie, qui est pour le coup un allié de l'Iran, et ne sont pas les amis de l'Égypte non plus. Donc, et le Hamas est évidemment une structure frériste.
Donc, Nasrallah, alors moi je fais partie des gens qui pensent que en effet l'Iran n'était pas au courant et que ça a été fait par le Hamas. Mon opinion personnelle, mais je ne détiens pas la vérité, mais je dois donner mon opinion dans l'octogone, c'est que le Hamas a tenté ce qu'on appelle une ordalie, un coup de dé, pour essayer de fédérer le monde arabo-musulman autour de lui, même le monde musulman au sens large, et que d'autre part, je suis absolument convaincu que l'administration Netanyahou était au courant. On a de plus en plus de preuves, aussi bien que l'Égypte, les services secrets égyptiens les ont mis au courant. Il y a eu en plus on a les preuves que Netanyahou avait dit à tous les volontaires, parce qu'il y a beaucoup de volontaires israéliens qui écoutaient les radios du Hamas, l'administration Netanyahou leur avait dit arrêtez d'écouter les ondes radio du Hamas, on n'a pas idée de faire ça, arrêtez. Donc entre eux et puis le New York Times qui a cité des sources alors ça vaut ce que ça vaut, c'est le New York Times. Le New York Times est souvent utilisé pour fuiter des infos comme ça. Et le New York Times a cité des sources qui disaient que l'Iran avait été surprise par l'attaque du Hamas. Donc mon opinion, c'est que Netanyahou était au courant que ça devait arriver, que ça allait arriver. D'ailleurs, même Avigdor Lieberman, le patron du parti Israël Beitenou, Israël Notre Maison, un parti nationaliste, avait émis un rapport dès 2016 en disant si nous n'avons pas, soit nous attaquons le Hamas, soit il va nous terminer. Et donc, bon, je pense que Netanyahou a été très désinvolte et que c'est ce qui lui est reproché et qu'il espérait utiliser un incident. Alors ça a dépassé toutes ses attentes, mais après tout, l'attentat de Sarajevo, quand la France et l'Angleterre finançaient le nationalisme serbe, on sait qu'on a financé le nationalisme serbe contre l'Empire austro-hongrois, ça nous arrangeait à beaucoup d'égards. Je ne peux pas penser non plus qu'on s'attendait à ce que ça déflagre le conflit mondial. Mais Netanyahou, je pense, ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi énorme. Mais dans tous les cas, il est en train de l'exploiter politiquement. Parce que Netanyahou, c'est un animal politique, il faut lui reconnaître ça. Enfin, c'est ni un compliment, ni une insulte, mais c'est un survivant politique et il est capable d'exploiter n'importe quelle situation à son avantage. Même Ariel Sharon le reconnaissait, et pourtant, c'était loin d'être un enfant de cœur. Donc, je pense que quand Hassan Nasrallah dit on n'était pas au courant, et qui déclare vraiment, il dit pour nous, ça a commencé le 8, donc c'est vraiment, il met de la distance, bah, c'est que le Hezbollah est obligé, c'est-à-dire quand même dans l'axe contre le petit Satan et le grand Satan, Israël et les États-Unis dans la rhétorique iranienne, ils sont obligés, ils ne peuvent pas ne pas se positionner, c'est pas possible. Mais depuis le début, depuis le 7 octobre, on voit que ce que fait, enfin depuis le 8 du coup pour le Hezbollah, c'est des petites frappes. Hein. Le Hezbollah, s'ils s'y mettent pour de vrai, ça ne sera pas le même délire. Le Hezbollah est beaucoup mieux armé que le Hamas, beaucoup mieux entraîné, beaucoup mieux équipé et a une chaîne logistique qui est sérieuse. À la guerre, les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Alors, le Hamas n'a plus de logistique. Le Hamas, il a quelques lignes de vie vers l'Égypte qui se bouchent le nez, mais qui lui fournit quand même de quoi tenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Israéliens veulent couper le carburant, parce que sans carburant, les tunnels ne peuvent pas être ventilés. Donc ça peut permettre d'étouffer tout le monde sans avoir utilisé ni d'azote ni de gaz militaire. Mais pour le Hezbollah, donc c'est vraiment pas le même délire. Eux, ils ont des missiles anti-navires. Je ne crois pas que les Américains craignent vraiment les missiles anti-navires du Hamas, même si, donc c'est les missiles Nour, c'est du missile iranien qui a été rétro-ingénieré à partir de missiles chinois avec des propulseurs français, si ma mémoire est bonne. Et c'est des missiles qui ne sont pas hypersoniques. Donc les systèmes de protection rapprochée des navires, plus les différents systèmes, parce que c'est un oignon, quoi, la protection d'un navire. Il y a le dernier recours qui est le système Phalanx, et puis avant ça, il y a des systèmes d'alerte avancés, il y a de quoi faire. Mais c'est pas hypersonique. Alors après, les Iraniens, eux, ont des missiles hypersoniques qui pourraient lancer sur un porte-avions, mais ce serait une déclaration de guerre. Un porte-avions, c'est un morceau de territoire. Tirer un missile hypersonique sur un porte-avions, c'est comme tirer sur la Virginie ou l'Ohio ou la Californie. Donc, dans ce contexte-là, il faut parler aussi de la Cisjordanie. Mahmoud Abbas a donné des instructions très claires à tous les imams de ne pas parler de Gaza dans leur prêche du vendredi. C'est quand même un point important. Il a été ultra critiqué pour ça. C'est logique. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? T'es un vendu, etc. Mais je pense qu'il a raison parce que si ma grille d'analyse est juste, encore une fois, je la propose comme structure pour notre audience et puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, moi, je me positionne comme à l'opposé de la grille d'analyse d'Idriss ou je me positionne du côté de sa grille ou je me positionne latéralement. Mais si ma grille d'analyse est correcte, la Cisjordanie est sur la sellette.
au moindre pas de travers, la Cisjordanie, l'amalgame Hamas-Cisjordanie sera fait aussi, c'est certain. À la moindre. Alors, ça ne veut pas dire que les occasions ne manquent pas, quoi. Hein. En effet, parce qu'en plus, la Cisjordanie, les kibbutzim de Cisjordanie, qui à une époque étaient des kibbutzim travaillistes, de gauche, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, ça restait quand même des lieux de tension importants. Mais là, maintenant, la démographie des kibbutzim de Cisjordanie, depuis Netanyahou, c'est du kibbutz de droite. C'est du kibbutz de droite et même d'extrême droite. Donc, avec en plus comment dire, un fossé politico-culturel entre les Israéliens de la côte, Haïfa et Tel Aviv, qui est Tel Aviv, la capitale LGBT. Enfin, pour les Haredim des kibbutzim de Cisjordanie, c'est Sodome et Gomorre là-bas, quoi. Donc, bon, les tensions sont grandes et Mahmoud Abbas, il est malade et dans une période où le Hamas représente la jeunesse, la fougue dans l'électorat palestinien et même dans la sympathie du monde arabe et du monde musulman, c'est sûr que Mahmoud Abbas va être de plus en plus isolé. Mais quelle que soit sa corruption, quel que soit l'argent dont il a bénéficié, etc., je dois reconnaître qu'il a plutôt la bonne approche là, de calmer le jeu parce que je pense, ma grille d'analyse, c'est que l'administration Netanyahou-Ben Gvir n'attend qu'une connerie en Cisjordanie pour justifier une évacuation dans 1 an ou dans 2 ans de la Cisjordanie aussi. Ce qui serait évidemment, alors là, les conséquences d'un tel billard sont inimaginables. Même si Netanyahou et Ben Gvir pensent les imaginer, ils ne les comprennent pas parce que personne ne peut les anticiper.